Warren Buffett, l'un des noms les plus célèbres de l'histoire de la finance moderne, n'est pas devenu milliardaire en suivant le même chemin que la majorité des grands magnats du monde. Son parcours n'a rien à voir avec celui de ceux qui ont hérité de fortune, grandi dans des familles d'entrepreneurs ou étaient des pionniers de la révolution technologique. Au contraire, Buffett a construit sa fortune à partir d'un point de départ complètement différent. Il n'a pas fondé une entreprise technologique. Il n'a pas reçu d'héritage familial. Il n'a même pas eu une grande opportunité commerciale précoce. Il a bâti un empire évalué à 118 milliards de dollars, à partir d'un revenu que beaucoup considéreraient comme modeste. Difficile à croire, mais c'est la vérité. Il a vécu de son salaire d'employé jusqu'à l'âge de 56 ans, alors que d'autres se lançaient dans l'entrepreneuriat ou poursuivaient des investissements risqués. Buffett gardait un profil bas. Il percevait un salaire comme n'importe qui d'autre, et c'est avec cela qu'il a financé, étape par étape, son ascension dans le monde financier. Et si cela semble déjà surprenant, il y a un autre détail qui mérite d'être souligné. En 1956, au moment où il commençait à entrevoir son potentiel en tant qu'investisseur, son revenu annuel n'était que de 12 000 dollars. Corrigé de l'inflation, cela équivaudrait aujourd'hui à environ 140 000 dollars par an. Un montant qui, bien qu'il puisse sembler respectable pour un professionnel de classe moyenne, était bien loin de suffire à aspirer à une fortune de plusieurs milliards. Mais contre toute attente, Buffett a transformé ce salaire normal en son premier grand capital en seulement une décennie. Comment cela a-t-il été possible? C'est la question qui déroute ceux qui étudient son parcours pour la première fois. Et la réponse est encore plus déconcertante. Ce n'est pas grâce à des investissements en actions comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas non plus parce qu'il a créé des entreprises à partir de rien. Ni en menant une vie d'austérité extrême, comme certains adeptes du frugalisme pourraient le croire. Non, ce qu'il a fait est différent. C'est plus mental que technique, plus conceptuel qu'opérationnel. Buffett a compris et appliqué un principe que très peu de salariés parviennent à assimiler au cours de leur vie professionnelle. Le salaire n'est pas seulement de l'argent qui entre pour couvrir les dépenses. Ce n'est pas non plus un chiffre fixe qui définit ton plafond. C'est la matière première à partir de laquelle la richesse peut être modelée. Pendant plusieurs années, j'ai étudié en profondeur ses mouvements, ses décisions, ses interviews et ses lettres annuelles. Je l'ai observé dans ses premières étapes, alors qu'il n'était encore que l'oracle d'Omaha en devenir, un employé parmi d'autres. Et ce que j'ai découvert, c'est que sa façon d'interpréter l'argent était totalement opposée à celle de ses contemporains. Alors que les gourous des finances personnelles répétaient les règles d'or comme épargner 10%, établir des budgets stricts, répartir les dépenses par catégorie et éviter les petites dépenses futiles, Buffett ignorait simplement toutes ces recommandations. Il ne les rejetait pas par caprice, mais parce qu'il avait découvert quelque chose de plus puissant. Le véritable secret ne réside pas dans combien tu gagnes ni combien tu épargnes, mais dans la façon dont tu comprends la nature de l'argent. En fait, il détestait les budgets. Il les considérait comme limitants, une manière de concentrer l'esprit sur la rareté plutôt que sur la création de valeur. Au lieu de budgétiser, il préférait observer, analyser, attendre, car il n'était pas un épargnant passif. Il était un chasseur financier. La différence entre les deux est fondamentale. L'épargnant passif met de côté un pourcentage fixe de son revenu et l'épargne avec discipline, sans trop penser à son objectif. Le chasseur financier, en revanche, n'agit ni par réflexe ni par habitude. Il agit lorsqu'il voit une cible. Il épargne quand cela en vaut vraiment la peine. Il investit lorsque le terrain est fertile. Il dépense de manière stratégique, non impulsive. Buffett, en tant que chasseur, ne s'obsédait pas à l'idée d'accumuler de l'argent sur un compte pour se sentir en sécurité. Il s'obsédait à donner une mission à chaque dollar. Pour lui, l'argent n'était pas quelque chose qu'il fallait simplement éviter de dépenser. C'était une ressource à allouer intelligemment. Chaque centime devait se trouver là où il serait le plus productif. Il ne s'intéressait pas à avoir un énorme fonds d'urgence, il s'intéressait à avoir du capital bien positionné.
Et cette différence de perspective, c'est ce qui l'a distingué des 99% de salariés qui vivent et meurent avec un revenu linéaire, sans multiplication. Buffett, dès son plus jeune âge, pensait comme un investisseur, même s'il gagnait comme un employé. Il n'attendait pas d'être riche pour se comporter comme quelqu'un de riche. Il se comportait dès le départ comme quelqu'un qui comprenait le pouvoir du capital. C'est pourquoi il n'a pas eu besoin de revenus millionnaires pour commencer à construire sa fortune. Un salaire raisonnable lui a suffi, accompagné d'un état d'esprit hors du commun. Avec le temps, cet état d'esprit s'est transformé en un système concret, composé d'étapes claires, définies et applicables. Un système qui n'est pas né d'une formule magique ni d'un coup de chance, mais d'une observation attentive et d'un raisonnement stratégique. 5 étapes, pour être précis. 5 mouvements qui, lorsqu'ils sont combinés et répétés avec constance, ont le potentiel de transformer n'importe quel salaire en générateur de richesse. Ce ne sont pas des étapes spectaculaires ni des secrets bien gardés. Elles sont visibles, connues. Mais, paradoxalement, elles sont aussi ignorées par la majorité. Et parmi ces 5, la 5e est la plus puissante de toutes. C'est celle qui fait la véritable différence entre ceux qui obtiennent des résultats durables et ceux qui restent prisonniers d'un cycle éternel où ils échangent leur temps contre de l'argent. Mais c'est aussi, ironiquement, la plus facile à négliger. Elle est simple, mais contre-culturelle, accessible, mais inconfortable. Beaucoup abandonnent avant d'y arriver, et en faisant cela, ils passent à côté de la clé maîtresse du système qui a permis à Buffett de devenir l'un des hommes les plus riches du monde sans avoir besoin de fonder une entreprise ni de recevoir un héritage. Alors, si tu es prêt à lire les 5 étapes, ce qui suit pourrait bien ouvrir un nouveau paradigme pour toi. Je ne te promets pas des résultats immédiats, mais je peux te promettre une nouvelle manière de penser ton salaire, une manière qui peut tout changer si tu l'appliques avec discipline et vision. En 1950, Warren Buffett n'avait que 20 ans. Comme tout jeune de son âge, il faisait à peine ses premiers pas dans le monde professionnel. Contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, son parcours n'a pas commencé par une idée révolutionnaire, une entreprise technologique ou un héritage multimillionnaire. Il a commencé humblement, avec un emploi ordinaire. Il travaillait dans la société de courtage de son père. Son salaire annuel n'était que de $1 200, ce qui, ajusté à la valeur actuelle, équivaut à environ $6 000. Rien d'exceptionnel, rien qui laisserait penser que ce jeune homme finirait par bâtir une fortune dépassant les 100 milliards de dollars. Mais ce qu'il a fait avec son premier salaire marque une différence totale entre lui et le reste du monde. Buffett a pris ce premier paiement et l'a divisé en 2 enveloppes physiques. Sur l'une, il a écrit « à dépenser », sur l'autre « à multiplier ». À première vue, cela peut sembler un geste anodin, presque symbolique. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est la manière dont il a réparti cet argent. Seulement $25 sont allés dans l'enveloppe destinée aux dépenses quotidiennes. Les $75 restants ont été placés dans l'enveloppe dédiée à la multiplication. Et il ne s'agissait pas d'un simple acte d'épargne. Buffett n'était pas un jeune homme mettant de l'argent de côté au cas où. Il construisait quelque chose de bien plus profond, un état d'esprit. Une façon de penser l'argent complètement différente de celle que la majorité adopte par défaut. Tandis que d'autres pensaient d'abord à dépenser et, s'il restait quelque chose, à épargner un peu, Buffett programmait déjà son esprit pour faire l'inverse. Multiplier d'abord, puis vivre avec ce qui restait. Cette différence mentale est cruciale, car il ne s'agit pas seulement de chiffres, c'est une philosophie. Pour Buffett, les $75 n'étaient pas de l'argent à utiliser plus tard. C'était un capital semence, et ce capital avait une mission précise, se reproduire. Chaque billet était comme un employé. Sa seule tâche, travailler pour lui, générer plus d'argent. On ne les touchait pas, on ne les détournait pas. Ils avaient une destination claire, croître. Mais le plus révélateur, c'est que Buffett n'a pas placé cet argent sur un compte épargne, comme l'aurait fait la majorité. Il ne s'est pas réfugié dans la sécurité des intérêts composés traditionnels. Au lieu de cela, il l'a mis au travail dès le premier jour. Comment?
en achetant des livres. Mais pas n'importe quel livre. Ce n'étaient ni des romans, ni des histoires de développement personnel. C'étaient des ouvrages sur les affaires et les investissements. Son objectif n'était pas de lire pour le plaisir, mais de trouver des idées pour faire fructifier son argent. Dans l'un de ses livres, il a découvert quelque chose qui allait changer sa vie. Une technique appelée arbitrage de fusion. Cela peut sembler complexe, mais le principe est simple. Lorsqu'on annonce la fusion de deux entreprises, le comportement de leurs actions en bourse suit souvent des schémas prévisibles. Buffett a identifié cette dynamique et, avec le peu d'argent qu'il possédait, a commencé à faire de petites opérations basées sur cette information. Le résultat fut surprenant. En seulement 6 mois, il réussit à transformer ses 75 $ en 300 $. Une multiplication par 4. Il n'a pas eu besoin de milliers de dollars pour commencer. Il n'a pas eu besoin d'un grand capital ni d'un coup de chance. Il lui a suffi d'une décision claire, donner à son argent un objectif actif dès le début. Et surtout, il lui a fallu une mentalité différente. Cette expérience a marqué un tournant dans sa vie. Dès ce moment-là, chaque fois qu'il recevait son salaire, il répétait le même processus, réserver une part minimale pour ses besoins essentiels et affecter le reste à la multiplication. Peu importait que le montant soit faible ou que les opportunités soient rares. La formule était inébranlable. Ce qui est intéressant, c'est que, plutôt que d'utiliser un jargon financier complexe, Buffett expliquait tout cela avec une logique presque enfantine. Il disait « Je fais d'abord travailler l'argent pour moi. Ensuite, avec ce qui reste, je travaille pour vivre. » Cette simple idée contient l'une des clés les plus puissantes pour construire la richesse. Réfléchissons un instant. La plupart des gens reçoivent leur salaire et le répartissent en fonction de l'urgence. Ils paient les dettes, achètent de la nourriture, couvrent les dépenses mensuelles, peut-être un peu de loisirs. Et s'il reste quelque chose, seulement s'il reste, ils pensent à épargner ou à investir. Buffett a fait exactement l'inverse, et il l'a fait dès son premier salaire. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une mode passagère, c'était une décision consciente, parce qu'il comprenait que son salaire n'était pas simplement de l'argent pour survivre, c'était un outil, une base, un bloc de construction. Bien utilisé, le salaire a le pouvoir de se transformer en richesse réelle. Mal utilisé, il s'évapore simplement. Et c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Ils pensent qu'ils doivent gagner plus pour commencer à construire de la richesse. Mais Buffett a prouvé que ce n'est pas le cas. Peu importe combien tu gagnes. Ce qui importe, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Il n'a pas attendu d'avoir un gros revenu pour commencer à investir. Il a commencé alors qu'il n'avait presque rien, mais le peu qu'il avait, il l'a traité comme s'il valait des millions. L'enveloppe de multiplication n'était pas une métaphore pour lui. C'était une politique de vie. Chaque billet qui y entrait avait une fonction précise. Il ne pouvait pas être touché. Il ne pouvait pas être utilisé pour des urgences, ni pour des tentations du moment. Il n'était utilisé que si l'objectif était de faire croître l'argent. Le plus intéressant dans cette stratégie, c'est qu'elle générait aussi une pression positive sur sa vie quotidienne. Car s'il ne réservait que 25 $ pour les dépenses, alors il devait apprendre à vivre avec cela. Et quand on vit avec des limites claires, le cerveau devient plus créatif. Il apprend à trouver des solutions, à éviter les dépenses inutiles, à mieux apprécier ce qu'il a déjà. C'est l'un des effets secondaires les plus précieux de la mentalité de multiplication, la discipline forcée. Tu n'as pas besoin d'une volonté héroïque si le système est déjà conçu pour t'obliger à prendre de bonnes décisions. Buffett ne s'appuyait pas sur une motivation passagère, il s'appuyait sur un mécanisme structuré, reproductible, non négociable. Au fil des mois, son enveloppe de multiplication grandissait, et avec elle, ses opportunités augmentaient aussi. Ce qui n'était autrefois que 75 $ devenait 300, puis 1000. Et plus tard, suffisamment de capital pour commencer à investir dans de vraies entreprises, pas seulement dans des fusions. Tout est né de cette première décision, séparer, attribuer, multiplier.
La leçon que nous laisse cette histoire ne peut pas être plus claire. Ton salaire n'est pas un chiffre à dépenser, c'est une matière première. Tu peux l'utiliser pour survivre ou pour construire. Tu peux le voir comme un revenu passif qui entre et ressort, ou comme un outil actif qui travaille pour toi. Et surtout, ce changement commence dans l'esprit, pas à la banque. Peu importe si tu gagnes peu ou beaucoup. Ce qui fait la différence, c'est combien de ce revenu tu es prêt à mettre au service de la croissance. Buffett ne s'est pas enrichi parce qu'il gagnait plus que les autres. Il s'est enrichi parce qu'il a traité chaque dollar comme s'il faisait déjà partie de son empire. Warren Buffett n'a jamais établi de budget. Et ce n'est ni une métaphore, ni une exagération. Littéralement, jamais. Dans une interview de 1988, il l'a dit clairement, sans détour, sans chercher à se justifier. Les budgets sont faits pour les gens qui ne comprennent pas l'argent. À première vue, cette affirmation peut sembler provocante, voire arrogante. Après tout, le conseil financier le plus répété dans les livres, les vidéos et les consultations est toujours le même. Fais un budget, contrôle tes dépenses, note tout. Cependant, Buffett pensait différemment, car selon sa vision, les budgets traditionnels ne sont pas conçus pour générer de la richesse. Ils sont conçus uniquement pour la contenir. Faisons une analogie simple. Imagine que tu veux remplir une baignoire. Tu ouvres le robinet, l'eau commence à couler, mais tu as oublié de boucher le trou d'évacuation. Que se passe-t-il? Peu importe combien d'eau entre, la baignoire ne se remplira jamais. C'est exactement ce qui, selon Buffett, arrive à la plupart des budgets personnels. Tu ajustes le débit. Tu te convaincs de dépenser moins en café, tu réduis les loisirs, tu arrêtes de manger au restaurant. Mais tu ne fermes pas la vraie fuite. Tu n'utilises pas ton argent avec un objectif multiplicateur. L'argent s'échappe de toute façon, même s'il entre plus lentement. C'est pourquoi, au lieu de dépenser son énergie à créer des catégories de dépenses et à fixer des limites à chacune, Buffett a choisi un système complètement différent. Un système qui changeait totalement l'approche. Au lieu de contrôler l'argent, il l'assignait à une mission définie avant même de le recevoir. Il appelait cette approche les affectations de but. Chaque dollar qui arrivait entre ses mains n'était ni libre ni neutre, ni en attente d'un destin. Il avait déjà une mission, son rôle était défini avant même d'apparaître. Il ne s'agissait pas de suivre ce qu'il dépensait, il s'agissait de décider à l'avance à quoi servirait chaque unité d'argent. Ce n'était pas un tableau Excel, c'était une stratégie mentale, une philosophie, une carte pour construire la liberté financière depuis la racine. Et comment se distribuait cette carte? À travers 4 catégories claires, non négociables, qui définissaient sa manière de se rapporter à l'argent. Chacune remplissait une fonction stratégique spécifique. 1. L'argent pour ne pas mourir. C'était la base, le strict minimum, l'oxygène financier. Cela incluait les dépenses essentielles pour rester en vie et fonctionnel, nourriture, loyer, transport de base. Rien de plus. En général, cela représentait seulement 30% de son revenu total. Buffett ne négociait pas avec cette catégorie, mais il ne la gonflait pas non plus. Il ne tombait pas dans le piège de transformer les besoins de base en luxe justifié. Son approche était simple. Voici ce dont j'ai besoin pour ne pas mourir. Le reste ne compte pas ici. 2. L'argent pour grandir. La croissance personnelle et professionnelle n'était pas un luxe pour Buffett. C'était un investissement prioritaire. C'est pourquoi il allouait, sans exception, 10% de ses revenus à cette catégorie. Comment l'utilisait-il? Livres, cours, outils, tout ce qui pouvait augmenter sa connaissance, sa capacité d'analyse ou son aptitude à générer plus de revenus à l'avenir. Mais il y avait une règle clé. Chaque dépense dans cette catégorie devait avoir un potentiel de retour. Il ne s'agissait pas de consommer du contenu pour le plaisir. Buffett n'achetait pas de livres de motivation par mode. Il achetait de l'information utile, concrète, exploitable, parce qu'il comprenait que ce type de savoir était une forme indirecte de multiplication des revenus. 3e, l'argent pour expérimenter. C'était sa zone d'exploration, son laboratoire financier.
il destinait 15% de son revenu à des projets nouveaux, des idées risquées, de petits investissements, des initiatives temporaires. Tous ne fonctionnaient pas, et c'était très bien ainsi, parce que cette catégorie était conçue pour échouer de manière contrôlée. Ici, Buffett testait. Il jouait. Il apprenait. Parfois, il perdait de l'argent, mais il gagnait toujours de l'expérience. Et grâce à cette expérimentation constante, il affinait son jugement pour détecter de vraies opportunités sur le marché. Cette catégorie était sa salle de sport mentale. Elle le gardait alerte, créatif, connecté à de nouvelles possibilités. Quatrième, l'argent pour multiplier. Le joyau de la couronne, la priorité absolue. Tout ce qui restait, les 45% ou plus de son revenu, allait directement dans cette catégorie. Et ici, aucune marge d'erreur, cet argent ne se touchait pas. Il n'était pas utilisé pour les urgences, il n'était pas prêté, il n'était pas transféré à une autre catégorie, juste cette fois. Sa seule fonction, travailler pour générer plus d'argent. C'était du capital actif, de l'argent destiné à croître. Il pouvait être investi dans des actions, des entreprises, de l'immobilier ou même réinvesti dans des connaissances avancées. Mais jamais, sous aucun prétexte, il n'était utilisé pour la consommation personnelle. Pour Buffett, c'était le moteur de son avenir. Tandis que la majorité épargne ce qui reste, lui, il multipliait d'abord et seulement ensuite pensait à dépenser. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces catégories n'était pas seulement un bloc comptable. Elles avaient un rôle émotionnel dans sa structure mentale. Buffett humanisait l'argent pour mieux s'y relier. L'argent pour ne pas mourir était comme son employé le plus efficace. Fiable, stable, responsable. Il faisait son travail sans se distraire. L'argent pour grandir était son meilleur étudiant. Il apprenait, se préparait, devenait une version améliorée de lui-même. L'argent pour expérimenter était son aventurier. Curieux, courageux, parfois imprudent, mais indispensable à l'innovation. Et l'argent pour multiplier était son associé silencieux, celui qui ne parlait jamais, mais produisait toujours, loyal, ferme, infatigable. Cette manière de penser l'aidait à prendre des décisions bien plus clairement. Parce que, quand l'argent a un but et une personnalité, les décisions financières cessent d'être froides et deviennent des actions porteuses de sens. Il ne s'agissait plus de se demander « Est-ce que je peux me permettre cela ?» Mais cette dépense aide-t-elle mes employés à accomplir leur mission? Cette différence change tout, parce qu'elle transforme chaque achat en décision stratégique. Chaque dépense devient une question profonde, et chaque revenu, une opportunité de construire quelque chose de plus grand. Le système de Buffett n'était pas compliqué. Il n'avait pas besoin d'applications, ni de tableurs, ni de logiciels de gestion financière. Ce dont il avait besoin, c'était d'une structure mentale inébranlable. Il ne s'asseyait pas chaque mois pour examiner ce qu'il avait mal fait avec son argent. Parce qu'il avait déjà pris toutes les décisions clés avant même que l'argent n'arrive sur son compte. Il n'avait pas besoin de contrôler ses dépenses, parce qu'il avait déjà contrôlé son intention. Il n'avait pas besoin de vérifier ses chiffres, car ils avaient été assignés avec un but. Et il n'avait pas besoin de motivation externe, parce que le système s'auto-alimentait. C'était une boucle qui nourrissait sa liberté financière. La leçon est claire. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque centime. Tu as besoin de lui donner un but avant qu'il ne t'échappe. Et cela ne demande pas plus d'argent. Cela demande plus de clarté, plus d'engagement, et surtout une vision différente de ce que signifie réellement être riche. Parce qu'être riche, comme l'a montré Buffett, ce n'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de combien d'argent travaille pour toi et combien tu gaspilles sans t'en rendre compte. Nous sommes en 1954. Warren Buffett, âgé d'un peu plus de 24 ans, a un rendez-vous spécial avec Susan Thompson, la jeune femme qui deviendra plus tard son épouse. Il est amoureux, enthousiaste, et comme tout jeune homme animé par des intentions romantiques, il veut faire bonne impression. Il pense l'emmener dîner dans un restaurant chic, un endroit agréable,
peut-être avec une lumière tamisée, des verres de vin, une ambiance distinguée, mais juste avant de sortir de chez lui, il se retrouve seul, un moment, face au miroir. Et là, dans cet instant de calme, il se pose une question simple, mais qui finira par devenir l'une des plus importantes de toute sa vie financière. Vaut-il mieux impressionner Suzanne ce soir? Ou avoir 50 000 $ dans 30 ans? Ce n'est pas une question rhétorique, elle est littérale. Buffett avait calculé la valeur future de ce qu'il allait dépenser ce soir-là. Le dîner coûtait environ 50 $. Mais comme il avait déjà intégré une logique d'investissement à long terme, il ne voyait pas cette somme comme une simple dépense. Il la voyait comme une graine qui pouvait croître. S'il investissait ses 50 $ à son taux cible de 23% par an, celui qu'il projetait dans ses portefeuilles, dans 30 ans, cette somme deviendrait environ 50 000 $. Et ce fut un moment décisif. Il ne s'agissait pas d'être avare. Ce n'était pas une attitude de pénurie. C'était une stratégie délibérée, consciente et puissante. Buffett appliquait ce qu'il appelait le coût d'opportunité émotionnel. En finance traditionnelle, le coût d'opportunité fait référence à ce que l'on renonce à gagner en choisissant une option plutôt qu'une autre. Buffett a porté ce concept à un niveau plus profond, émotionnel et psychologique. Chaque dépense n'était pas seulement une sortie d'argent, c'était un renoncement silencieux à un avenir plus libre. Chaque dollar dépensé dans le présent était une version du futur qu'il fallait abandonner. Et cela, pour lui, suffisait à repenser chaque décision. Alors, il prit une décision qui, pour beaucoup, pourrait sembler extrême. Il emmena Suzanne dans un restaurant simple, rien de luxueux. Cuisine ordinaire, ambiance détendue, sans prétention. Mais, au lieu de masquer son choix ou de chercher des excuses, il le lui expliqua avec une totale honnêteté. On peut dîner chic ce soir et avoir un joli souvenir, ou dîner simplement ce soir et avoir la liberté financière demain. Suzanne ne se contenta pas de comprendre. Elle se sentit encore plus attirée par lui, car à ce moment-là, elle comprit qu'elle était avec quelqu'un qui ne pensait pas seulement au présent. Elle était avec un homme qui prenait chaque décision en fonction de ce qu'il voulait construire pour l'avenir. Et cela, au fond, est plus séduisant que n'importe quel menu raffiné. C'est de ce moment qu'est né ce que Buffett appela plus tard la règle du restaurant bon marché. Il ne s'agissait pas littéralement de toujours choisir l'option la plus économique. Il s'agissait d'un principe directeur. Avant toute dépense non essentielle, il fallait se demander combien vaudrait cet argent dans 20 ou 30 ans. Cette approche ne vise pas à éliminer le plaisir ni à interdire les petits plaisirs. Elle vise à faire en sorte que chaque dépense soit alignée avec un objectif. Car, comme Buffett l'a découvert, la majorité des gens ne perdent pas leur liberté financière par manque de revenus, mais par excès de dépenses impulsives. Pour appliquer cette philosophie de manière pratique, Buffett a conçu un outil simple mais puissant, le test de la valeur future. La méthode se composait de 3 étapes. Prends le montant de la dépense envisagée, multiplie-le par ton taux de rendement annuel espéré, par exemple 15%. Élève-le au nombre d'années pendant lesquelles tu pourrais laisser cet argent investi. Si le résultat te fait plus mal que le plaisir immédiat de l'achat, tu n'effectues pas la dépense. Un exemple concret. Supposons que tu veuilles t'acheter une paire de chaussures à 2000 pesos. Tu utilises un taux de 15% par an et tu projettes cet argent sur 20 ans. Résultat? Ces 2000 pesos se transformeraient en environ 32 000. La question change alors complètement. Ces chaussures valent-elles 32 000 de ton futur? Quand tu formules la question ainsi, la décision cesse d'être impulsive et devient stratégique. Tu n'es plus en train de choisir entre acheter ou ne pas acheter. Tu choisis entre une gratification immédiate et une liberté future. C'est la différence fondamentale qui change ta relation à l'argent. Mais Buffett n'appliquait pas cette règle à tout, et c'est essentiel. Il savait distinguer entre une dépense et un investissement déguisé en dépense. À ses yeux, toutes les dépenses ne se valent pas. Certaines ont un véritable retour, direct ou indirect. D'autres vident simplement ton portefeuille.
Voyons comment il les classait. Un livre utile qui t'aide à améliorer une compétence, à comprendre un nouveau marché ou à penser plus finement, est une dépense qui devient un investissement. Un dîner avec un mentor, une conversation qui peut t'ouvrir de nouvelles opportunités ou changer ta façon de voir un problème, est un investissement camouflé en dépense. Une paire de chaussures chères pour impressionner à une soirée qui ne change ni ta vie ni ton avenir est une dépense pure, un vol direct à ta richesse future. Cette distinction était sacrée pour Buffett, et c'est ce qui l'a amené à prendre des décisions qui, pour le monde extérieur, semblaient extrêmes. Il a continué à conduire des voitures d'occasion pendant des décennies, pas par manque d'argent, mais parce qu'il comprenait que chaque peso non dépensé en luxe inutile était un soldat de plus sur le champ de bataille du temps, un actif qui travaillait en silence pour lui. Il a vécu dans la même maison modeste toute sa vie d'adulte, pas parce qu'il ne pouvait pas déménager dans un manoir, mais parce qu'il avait calculé que l'argent économisé sur l'entretien, les impôts, la décoration et les coûts opérationnels, s'il était bien investi, produirait beaucoup plus de valeur que n'importe quelle piscine avec vue sur le lac. Il mangeait dans des restaurants ordinaires. Il n'avait pas besoin de luxe dans l'assiette. Sa satisfaction ne venait pas de ce qu'il dépensait, mais de ce que son argent accomplissait ailleurs. Pendant qu'il mangeait un sandwich à 5 $, ses investissements se multipliaient silencieusement sur les marchés. Ce type de décision ne peut être soutenu que par une mentalité profondément orientée vers le long terme. Buffett comprenait que la bataille financière ne se livre pas dans des mouvements spectaculaires. Elle se livre chaque jour dans de petites décisions qui, accumulées, déterminent le destin économique d'une personne. C'est pourquoi la règle du restaurant bon marché n'est pas une règle littérale, mais une manière de penser, un filtre mental qui t'oblige à regarder au-delà du moment présent. Elle ne te dit pas « ne dépense jamais ». Elle te dit « demande-toi toujours si ce que tu t'apprêtes à acheter vaut plus que le futur que tu pourrais avoir ». Quand tu vis avec cet état d'esprit, tes dépenses deviennent plus conscientes, tes achats plus stratégiques, et ton argent, au lieu de disparaître, commence à construire quelque chose de réel. Warren Buffett a compris quelque chose que, des décennies plus tard, les neurosciences finiraient par confirmer. Le cerveau humain est terriblement mal équipé pour prendre de bonnes décisions financières. Et ce n'est pas par manque d'intelligence. C'est à cause de sa conception biologique. Notre système nerveux a évolué pour rechercher des récompenses immédiates et éviter la douleur présente, même si cela implique de sacrifier des bénéfices futurs. C'était un mécanisme de survie efficace à l'époque des chasseurs-cueilleurs, mais qui devient un immense obstacle dans le monde moderne, surtout en matière d'argent. Buffett, pourtant, ne s'est pas résigné à cette condition. Au lieu de lutter contre son cerveau, il a appris à le pirater. Et il l'a fait avec un outil simple mais brillant qu'il a lui-même baptisé la comptabilité des 3 mois. Selon son modèle mental, chaque personne abrite en elle 3 identités financières distinctes, avec des fonctions, des intérêts et des horizons temporels différents. Le mois présent, le mois futur, le mois passé. Chacun a sa propre manière de voir les choses. Et surtout, Buffett veillait à ce qu'aucun ne vienne interférer dans le travail des autres. Le mois présent, l'employé au salaire limité. Cette version de lui-même était responsable de la gestion des dépenses quotidiennes, nourriture, transport, loyer, petits achats. Mais Buffett ne donnait pas carte blanche à ce moi. Bien au contraire, il le traitait comme un employé avec un salaire fixe et des fonctions strictement délimitées. Le mois présent ne pouvait pas emprunter aux 2 autres. Il ne pouvait pas prendre de l'argent au futur sous prétexte d'une urgence émotionnelle. Il ne pouvait pas non plus détourner des fonds issus des apprentissages du passé. Il avait un budget fermé, prédéfini, non négociable. Chaque fois que ce moi avait la tentation de dépenser plus que prévu, Buffett appliquait ce principe. Ce n'est pas ton argent. Tu ne peux pas y toucher. Tu n'es pas le propriétaire de l'avenir. Le mois futur, le partenaire stratégique, c'était l'investisseur, le bâtisseur de patrimoine. Il recevait automatiquement la plus grande part de l'argent. Son seul objectif, le multiplier. Il ne dépensait pas, il ne doutait pas, il n'improvisait pas.
Buffett visualisait le mois futur comme un vrai partenaire, quelqu'un avec qui il collaborait pour construire sa richesse. Il lui écrivait mentalement, il lui expliquait chaque décision importante. Il justifiait même certains investissements par la promesse d'un rendement futur qui profiterait directement à ce partenaire de demain. Traiter son moi futur comme un allié réel donnait un sens émotionnel à l'acte d'investir. Ce n'était pas simplement de l'accumulation, c'était honorer une promesse faite à une version plus sage, plus libre et plus accomplie de lui-même. Le mois passé, le conseiller silencieux. Le mois passé était le gardien de la mémoire. Celui qui se souvenait des erreurs, celui qui portait les cicatrices des mauvaises décisions financières. Et pour cette raison, il avait un droit de veto. Avant toute dépense impulsive, Buffett avait pour habitude de poser une question silencieuse à son moi passé. Avons-nous déjà fait cela? Est-ce que ça en valait la peine? Si la réponse était négative, la décision était annulée immédiatement. Le moi passé n'intervenait pas constamment, mais quand il faisait autorité. Et son pouvoir n'était pas négociable. La séquence magique. La clé du système ne résidait pas seulement dans le fait d'avoir ces trois personnages dans son esprit. Elle se trouvait dans l'ordre selon lequel Buffett leur attribuait l'argent. Chaque fois qu'il recevait son salaire, il le répartissait ainsi. Le mois futur était payé en premier. Il s'assurait d'investir avant toute autre chose. Le mois passé venait ensuite. Il allouait une part à un fonds de sécurité, d'apprentissage ou d'imprévu. Enfin, le mois présent était payé. Ce qui restait pouvait être dépensé. Cet ordre était sacré. L'inversé, c'est-à-dire dépenser d'abord et économiser ensuite, était, selon Buffett, la recette parfaite pour la médiocrité financière. Ancre psychologique, quand l'argent devient une émotion. Mais Buffett ne s'est pas arrêté là. Il savait qu'un système, même bon, ne suffisait pas. Le cerveau peut toujours nous jouer des tours. C'est pourquoi il développa des mécanismes mentaux pour freiner les impulsions. L'un des plus efficaces était l'ancrage psychologique. Chaque fois qu'il sentait une tentation de dépenser sans réfléchir, il faisait remonter à sa mémoire un chiffre précis. Le montant d'argent qu'il avait perdu dans sa pire erreur d'investissement. Ce chiffre n'était pas juste un nombre. C'était une expérience douloureuse, une marque émotionnelle. Se le rappeler au moment exact de l'impulsion fonctionnait comme un frein automatique. Son cerveau commençait à associer la dépense impulsive à cette perte concrète. Et ainsi, il évitait de répéter l'erreur. Les billets avec un nom. Un autre truc brillant qu'il utilisait était ce qu'il appelait les dollars avec un prénom. Ce n'était évidemment pas littéral. Il n'écrivait pas sur les billets. Mais dans sa tête, chaque billet avait une identité et une mission. Par exemple, un billet de 100 $ n'était pas juste de l'argent. C'était Miguel. Et Miguel avait un objectif, devenir 1000 $ en 10 ans. Si un jour il avait envie de le dépenser, il ne pensait pas « je vais utiliser 100 $». Il pensait « je vais tuer Miguel ». Exagéré? Peut-être. Mais ça marchait. Parce que Buffett savait que le cerveau humain ne se lie pas aux chiffres abstraits, mais aux histoires et aux personnages. Quand ton argent a une personnalité, le laisser partir devient une décision émotionnelle, pas seulement mathématique. Et cela crée une conscience bien plus forte que n'importe quelle feuille Excel. Chaque peso est un employé. Buffett allait même encore plus loin dans sa visualisation. Il calculait combien chaque peso investi lui payait, comme si c'était un travailleur. Si un investissement rapportait 15% par an, alors chaque peso lui donnait 0,15 par an. C'était comme avoir des milliers d'employés silencieux qui travaillaient pour lui 24 heures sur 24, sans pause. Alors, quand il envisageait de dépenser 1000 $ impulsivement, il ne pensait pas en termes de « en ai-je besoin ou pas ?» Il pensait « je m'apprête à licencier 1000 employés qui me paient 150 $ par an ». Ce genre de logique change radicalement la valeur perçue de l'argent. Il ne s'agissait plus de dépenses contre épargne. Il s'agissait de conserver son armée productive ou de la dissoudre pour un caprice. La conclusion est brutalement claire. Buffett ne s'est pas enrichi uniquement parce qu'il savait investir.
Il s'est enrichi parce qu'il comprenait comment fonctionnait son esprit et il l'a entraîné à prendre des décisions cohérentes. Tandis que le reste du monde se laisse emporter par ses impulsions, lui a conçu un système dans lequel son cerveau travaillait pour sa richesse et non contre elle. Et tout a commencé par une division en trois. Un présent discipliné, un futur ambitieux et un passé sage. Nous sommes en 1962. Warren Buffett, alors âgé de seulement 32 ans, commençait déjà à se distinguer comme un jeune investisseur aux idées très peu conventionnelles. Lors d'une conversation informelle avec un groupe de jeunes employés, il lança une phrase qui, à l'époque, parut absurde, voire déplacée à certains. « Ton salaire n'est pas ce qu'on te paie pour travailler. Ton salaire est ton meilleur outil d'investissement déguisé. » Pour ceux qui l'entendirent pour la première fois, cela sonna comme de la philosophie bon marché. Mais pour Buffett, c'était une vérité radicale. Une idée si puissante que, bien appliquée, elle pouvait transformer complètement la vie financière de n'importe qui, peu importe combien il gagnait. Ce qu'il disait au fond, c'est que la majorité des gens interprètent leur salaire de manière passive. Ils le voient comme un revenu qui entre, couvre les dépenses, permet peut-être un peu d'épargne, et s'évapore jusqu'au mois suivant. Mais lui le voyait comme un capital de travail actif, quelque chose qu'on peut optimiser, diriger, utiliser comme levier et multiplier. Pour Buffett, le salaire n'était pas un plafond limitant ses possibilités. C'était le plancher à partir duquel construire. Et mieux encore, il le traitait comme une action en bourse, une unité de valeur qui pouvait croître si la bonne stratégie était appliquée. Cette mentalité l'a amené à développer 4 principes pratiques qui ont guidé toute sa relation avec l'argent qu'il gagnait en tant qu'employé. Premier investissement dans des multiplicateurs de salaire. Buffett consacrait une portion fixe de son salaire à ce qu'il appelait les multiplicateurs directs de revenus. Il ne s'agissait pas d'éducation généraliste ni d'accumuler des diplômes pour le prestige. Il s'agissait d'investissements laser, ciblés, spécifiques et hautement rentables à long terme. Un exemple clair fut sa décision de suivre un cours d'art oratoire. Pourquoi ? Il avait calculé qu'améliorer sa capacité à parler en public pouvait augmenter sa valeur professionnelle d'au moins 50%. Il ne le faisait pas pour vaincre sa timidité. Il le faisait parce qu'il comprenait qu'à chaque fois qu'il parlait clairement, il influençait mieux, vendait plus, convainquait davantage, ce qui se traduisait par plus d'opportunités de revenus. Pour lui, investir dans cette compétence revenait à placer de l'argent dans une action à haut rendement garanti. Il avait une règle simple, chaque euro investi dans la formation devait en rapporter au moins 5 à l'avenir. Et cette logique ne s'appliquait pas qu'à l'art oratoire. Elle valait aussi pour l'apprentissage de la comptabilité, de l'analyse financière, de la lecture de bilan et même des relations interpersonnelles stratégiques. Le salaire devenait ainsi un outil qui renforçait le générateur de revenus lui-même. Ce n'était pas une fin, c'était l'engrais qui faisait pousser sa capacité à gagner plus. Deuxième dividende de salaire. Ce deuxième principe est moins connu, mais d'une intelligence profonde. Buffett comprenait que le temps et l'énergie sont limités. Il a donc conçu sa carrière de manière à ce que son salaire travaille pour lui, même au-delà de ce qui apparaissait sur son bulletin de paie. Il appelait cela « générer des dividendes de salaire », obtenir des bénéfices collatéraux qui ne dépendent pas d'un plus grand nombre d'heures travaillées, mais d'une structuration stratégique de son environnement professionnel. Par exemple, lorsqu'il travaillait dans une société de courtage, il ne se contentait pas de percevoir son salaire. Il savait que ce poste lui apportait quelque chose de bien plus précieux. Accès à des informations privilégiées du marché, proximité avec des clients à haute valeur nette, participation à des discussions stratégiques, opportunité d'investissement invisible aux yeux des autres employés. Et lorsqu'il était temps de négocier une augmentation, son état d'esprit n'était pas « je veux gagner plus ». Son objectif, c'était l'accès. Il demandait un contact direct avec des clients influents, une participation aux décisions clés, une exposition à des projets à fort potentiel. Buffett comprenait que ces « extras » pouvaient valoir des millions avec le temps, bien plus qu'une petite augmentation.
Tandis que ses collègues cherchaient de la stabilité, lui construisaient un système de revenus indirect activé par le simple fait d'être stratégiquement positionné. Troisième, la règle du salaire composé. Ce principe peut sembler simple, mais son impact à long terme est colossal. Buffett vivait avec le salaire de l'année précédente et investissait 100% de l'augmentation qu'il recevait chaque année. Exemple, s'il gagnait 12 000 $ une année et passait à 15 000 $ l'année suivante, il continuait de vivre avec les 12 000 $. Les 3 000 $ supplémentaires allaient directement en investissement. Cette habitude générait un phénomène qu'il appelait l'effet escalier. Son niveau de vie restait constant, sans luxe superflu, sans explosion de consommation. Mais sa capacité d'investissement croissait exponentiellement chaque année. Au bout de 10 ans, Buffett vivait comme un débutant, mais investissait comme un cadre supérieur. Cette différence lui permit de générer des rendements automatiques avec son propre argent. La plupart des gens, au contraire, augmentent leur niveau de vie au même rythme que leur salaire. Buffett a fait l'exact opposé, et c'est pourquoi sa courbe de richesse fut verticale. Quatrième, le salaire comme plateforme de lancement. Alors que la plupart des gens considèrent leur travail comme une routine, un moyen de payer les factures, Buffett le voyait comme une rampe d'accès vers quelque chose de plus grand. Il ne travaillait pas seulement pour l'argent, il travaillait pour se positionner, apprendre, gagner en crédibilité et établir des relations stratégiques. Chaque emploi était pour lui une école rémunérée. Chaque conversation avec un client, un cours de commerce. Chaque projet était une opportunité pour comprendre le fonctionnement du système de l'intérieur. C'est ainsi qu'il transforma son poste d'employé ordinaire en une plateforme de lancement pour sa carrière d'investisseur indépendant. Son salaire était le ticket d'entrée au vrai jeu. Le jeu où l'on n'échange pas du temps contre de l'argent, mais de l'argent contre des opportunités qui génèrent plus d'argent. La grande leçon. La conclusion de Buffett était aussi simple que percutante. Ton salaire actuel n'est pas ton plafond, c'est ton plancher. Peu importe que tu gagnes 500 € ou 5 000 € par mois. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais de cet argent. Si tu le consommes, il disparaît. Si tu l'investis stratégiquement, il devient ton capital futur. La différence entre une vie de frustration financière et une vie de liberté économique ne réside pas dans le montant de tes revenus, mais dans la structure mentale avec laquelle tu choisis quoi en faire. Buffett n'a jamais attendu de gagner beaucoup pour bâtir son empire. Il a commencé par se considérer lui-même comme un investissement, et il a traité chaque dollar qu'il gagnait comme la graine de sa future richesse. Warren Buffett n'a pas seulement été un exemple vivant de sagesse financière pour le monde, il l'a aussi été au sein même de sa propre maison. Et cela ne signifie pas qu'il ait obligé ses enfants à lire des livres d'investissement dès l'âge de 5 ans, ni qu'il les ait abreuvés de chiffres ou contraints à réciter des taux de rendement. Son approche fut bien plus pédagogique, pratique et surtout expérientielle. Lorsque ses enfants, Susan, Howard et Peter, eurent 16 ans, Buffett estima qu'il était temps de leur enseigner une leçon fondamentale sur l'argent. Mais il ne le fit pas par un discours ni une classe théorique. Il le fit au travers d'une expérience. À chacun d'eux, il remit 2 portefeuilles identiques. À première vue, ils étaient semblables, même taille, même couleur, même texture. Mais leur contenu était très différent. Et c'est là que résidait le message. Dans le premier portefeuille, Buffett plaça 100 $ en espèces. Avec l'argent, il donna une instruction précise. Cet argent est là pour vous apprendre à le dépenser intelligemment. Vous avez 6 mois pour l'utiliser, mais chaque dépense devra être justifiée par écrit. Chaque centime sorti de ce portefeuille devra avoir une raison claire. Dans le second portefeuille, au lieu de billets, il plaça un document représentant 100 $ investis en actions de Berkshire Hathaway, sa propre entreprise. Ce n'était pas de l'argent liquide, mais cela avait une valeur réelle, du capital en actions, de l'argent pouvant croître, mais non disponible pour la consommation. Mais le cœur de l'expérience, c'était les règles établies ensuite. Chaque mois, ses enfants pouvaient transférer de l'argent d'un portefeuille à l'autre.
mais chaque décision avait des conséquences réelles, comme dans le monde financier des adultes. Les règles étaient simples mais percutantes. Si l'on transférait de l'argent du portefeuille d'investissement vers celui des dépenses, il fallait payer des intérêts. Le message était clair: sortir de l'argent du futur pour le consommer aujourd'hui a un coût. Si l'on faisait le contraire, transférant de l'argent des dépenses vers l'investissement, la famille payait des intérêts à l'enfant. Autrement dit, investir était récompensé. Cette dynamique avait un objectif précis: enseigner le vrai coût de chaque décision financière, non pas depuis l'instant présent, mais dans une perspective de long terme. Et le plus puissant dans cet exercice, c'est que Buffett ne leur donnait pas de réponse. Il leur donnait un contexte, de la liberté et des conséquences. Chacun pouvait prendre des décisions différentes. Chaque chemin produirait un résultat distinct. Et ce fut le cas. Les résultats, 2 chemins, 2 apprentissages. L'aîné, Howard, fut le premier à se confronter au dilemme. Au début, la tentation de l'argent immédiat fut plus forte. Il transféra des fonds du portefeuille d'investissement vers celui des dépenses. Il acheta quelques objets, profita de certains plaisirs, utilisa l'argent avec liberté. Mais bientôt, il vit les intérêts négatifs s'accumuler, ceux qu'il devait payer pour ces transferts. Chaque dépense portait une facture cachée qui arrivait des semaines plus tard. Cette expérience le marqua. Elle le poussa à repenser complètement sa stratégie. Petit à petit, il commença à transférer l'argent dans l'autre sens, des dépenses vers l'investissement, pour gagner des intérêts au lieu d'en payer. Ce ne fut pas une leçon apprise dans un livre, ce fut une leçon vécue, ressentie, expérimentée en temps réel. Suzanne, elle, adopta une approche totalement différente dès le départ. Elle décida de garder les 2 portefeuilles séparés. Elle ne voulait pas dépendre de transferts constants. À la place, elle chercha des moyens de gagner de l'argent supplémentaire, petits boulots, tâches pour les voisins, ventes ponctuelles. Avec ses revenus, elle alimentait les 2 portefeuilles séparément, sans sacrifier aucun des 2. À ses 18 ans, elle avait triplé la valeur combinée de ses portefeuilles. Elle n'avait pas seulement compris le système, elle l'avait dépassé. L'évolution. Buffett applique la méthode à sa propre vie. Marqué par les résultats de cette expérience avec ses enfants, Buffett décida d'aller plus loin. Non plus comme père, mais comme investisseur et être humain. Ainsi, il traduisit le système des 2 portefeuilles en un modèle mental qu'il appliqua toute sa vie adulte. Il créa 2 portefeuilles mentaux qui régissaient toutes ses décisions financières. Le portefeuille de survie, le portefeuille de croissance. 1. Le portefeuille de survie. Ce fonds avait une fonction unique: garantir la tranquillité. Il contenait l'argent nécessaire pour vivre sans revenu pendant au moins 2 ans. C'était son filet de sécurité. Il était conçu pour le protéger en cas de crise, de maladie, de récession ou de tout autre événement imprévu. Mais ce n'était pas seulement un coussin financier, c'était aussi un bouclier psychologique. Savoir qu'il pouvait survivre 2 ans sans revenu lui permettait de prendre des risques calculés sans peur, ce que la plupart des gens ne parviennent jamais à faire, car ils vivent en apnée financière constante. 2. Le portefeuille de croissance. Tout ce qui dépassait l'argent du portefeuille de survie allait directement dans celui-ci. C'était du capital destiné à des investissements à long terme, actions, entreprises, immobilier ou opportunités stratégiques. Ce portefeuille était actif, ambitieux, dynamique. C'était là que Buffett misait sur l'avenir. Mais, tout comme avec ses enfants, il établit des règles strictes pour transférer de l'argent entre les portefeuilles. S'il devait déplacer de l'argent du portefeuille de croissance vers celui de survie, il devait le justifier par écrit. Il devait se verser des intérêts en reconnaissant qu'il affaiblissait sa position à long terme. Si, au contraire, il pouvait déplacer de l'argent de la survie vers la croissance, il se récompensait par une prime personnelle. C'était un incitatif psychologique à être courageux, mais seulement lorsqu'il disposait d'un réel filet de sécurité. Friction consciente. Réfléchir avant d'agir. Ce système, tout comme l'expérience avec ses enfants, générait un principe que Buffett valorisait énormément: la friction consciente. Rien ne se faisait par impulsion.
Chaque décision, qu'il s'agisse de dépenser, d'investir ou de déplacer des fonds entre portefeuilles, nécessitait une réflexion structurée. Il n'y avait aucune place pour les caprices ou les improvisations émotionnelles. Tout passait par un filtre logique avec des conséquences claires. La friction, loin d'être un obstacle, était le mécanisme qui l'obligeait à penser avant d'agir. Et cela, dans un monde où la plupart des décisions financières se prennent en pilote automatique, fut son grand avantage. En définitive, Buffett comprenait que l'éducation financière ne s'enseigne pas, elle se vit. C'est pour cela qu'il conçut ces systèmes, pour que lui-même et ses enfants puissent expérimenter en chair et en os ce que signifie prendre des décisions avec des conséquences réelles. Transformer l'argent en outil doté de règles, de restrictions, d'incitations et de conséquences fut, sans doute, l'une des décisions les plus puissantes qu'il ait prises. Et le plus remarquable, c'est qu'il n'a pas eu besoin de millions pour cela. Seulement de clarté mentale, d'un système solide et de discipline émotionnelle. Warren Buffett avait une habitude simple, silencieuse, mais incroyablement puissante. Il n'avait pas besoin de technologie, ni de livres, ni de grands rituels. Il avait seulement besoin de quelques secondes d'honnêteté envers lui-même. Chaque matin, avant de sortir du lit, il se posait une seule question. Que ferait aujourd'hui mon moi de 80 ans s'il pouvait venir du futur pour me conseiller? Ce n'était pas une question anodine, c'était la boussole invisible qui guidait chacune de ses décisions financières. Car Buffett avait compris quelque chose que la majorité des gens ignorent toute leur vie. Les décisions importantes liées à l'argent ne devraient pas être prises depuis le présent, mais depuis le futur. Réfléchis-y un instant. La plupart d'entre nous prend des décisions selon l'urgence du présent. Avec le stress des factures, le désir d'une gratification rapide, la tentation d'acheter quelque chose qui procure une étincelle de joie momentanée. Mais le moi du futur, celui qui va vivre les conséquences de ce que nous décidons aujourd'hui, n'a presque jamais voix au chapitre. Buffett, lui, trouva un moyen de lui donner une voix. Et pas seulement une voix, du poids, de l'autorité, une place permanente dans son système décisionnel. Chaque centime qui sortait de sa poche passait, mentalement, par une validation de ce conseiller du lendemain. Cet exercice, qu'il appelait la conversation avec le futur, devint son propre système de sagesse financière. Comment fonctionnait cette conversation silencieuse? Chaque soir, avant de dormir, Buffett s'imaginait à l'âge de 80 ans. Pas une image idéalisée. Il se visualisait en détail, plus vieux, plus sage, mais aussi physiquement plus limité, plus conscient du temps qu'il lui restait. Ce Buffett du futur avait déjà vécu les conséquences des décisions que sa version jeune s'apprêtait à prendre. Il savait déjà si un investissement avait porté ses fruits, si une dépense inutile avait compromis sa liberté, si une opportunité ignorée s'était transformée en regret éternel. Et depuis cette perspective, il venait lui donner des conseils concrets, pas de recommandations vagues du genre « fais attention à tes dépenses » ou « épargne davantage ». Il parlait avec précision, avec des chiffres, avec émotion. Par exemple, il lui disait « Cette voiture neuve que tu veux acheter te procurera de la joie pendant 6 mois. Mais les 50 000 $ qu'elle coûte, si tu les investis, t'offriront la liberté pour le reste de ta vie. Cet investissement qui semble risqué aujourd'hui, dans 30 ans, ce sera la meilleure décision financière que tu auras jamais prise. » Buffett ne se demandait pas simplement « Est-ce bien de dépenser ça ?» La vraie question, celle qui faisait le travail profond, c'était « Comment vais-je me sentir dans 30 ans si je prends cette décision aujourd'hui ?» Et cette question changeait tout, parce qu'elle connectait émotionnellement deux réalités habituellement séparées, le confort du présent et les conséquences du futur. Variation selon le type de décision. Buffett savait que toutes les décisions ne se valent pas. C'est pourquoi il développa des variations de cette question selon la situation. Pour les investissements, est-ce que mon moi de 80 ans serait fier de cette décision? Pour les dépenses, cela sera-t-il un investissement ou un gaspillage avec le temps? Pour les opportunités manquées, est-ce que mon moi du futur me pardonnera de ne pas avoir saisi cette chance?
Ces questions étaient son bouclier contre l'impulsivité. Il n'avait pas besoin d'un conseiller financier le suivant toute la journée. Il lui suffisait de fermer les yeux et d'écouter la voix de son moi le plus sage. Sagesse anticipée, apprendre avant de se tromper. La majorité des gens apprennent de leurs erreurs après les avoir commises. Ils dépensent trop, s'endettent, perdent de l'argent et ensuite promettent que la prochaine fois, ce sera différent. Buffett, lui, fit quelque chose d'extraordinaire. Il apprenait de ses erreurs avant même de les commettre. Et il le faisait grâce à ce qu'il appelait la sagesse anticipée. Il ne s'agissait pas de prédire l'avenir, il s'agissait de l'imaginer avec suffisamment de clarté pour pouvoir anticiper ses propres sentiments futurs. Allais-je être fier de ma décision d'aujourd'hui? Allais-je me remercier d'avoir été discipliné? Ou allais-je regretter, une fois de plus, d'être tombé dans le même piège? Cette capacité à anticiper les regrets fut ce qui lui permit de prendre presque toujours la meilleure décision possible. Pas grâce à un talent inné, mais grâce à une habitude. Et est-ce que ça a marché? La réponse est claire. Oui, absolument. À 56 ans, Buffett possédait déjà une fortune suffisante pour vivre confortablement le reste de sa vie. Il aurait pu tout arrêter, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le système qu'il avait créé n'était pas juste un mécanisme pour s'enrichir. C'était une manière de vivre. Et cette constance, cette fidélité à sa méthode, c'est ce qui l'a mené à devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Ce ne fut pas un coup de chance, ni une opération brillante en bourse. Ce fut la répétition disciplinée d'une question chaque matin pendant des décennies. Maintenant, c'est à toi. Arrivé à ce point, la décision n'est plus une affaire de chiffres, ni d'investissement, ni de formules. C'est une question de perspective. Vas-tu continuer à prendre des décisions financières dictées par l'impulsion du présent? Ou vas-tu commencer à consulter ton moi du futur? Car même si tu ne le ressens pas aujourd'hui, cette version future existe déjà. Elle sait déjà quelles sont les bonnes décisions. Elle a déjà vécu les erreurs que tu pourrais éviter. Et elle est là, en attente que tu l'écoutes. Si tu apprends à l'écouter, tout change. Si cette vidéo t'a permis de voir l'argent sous un nouvel angle, ne la laisse pas passer comme si de rien n'était. Clique sur « J'aime » maintenant, pas à la fin, maintenant. Et si tu connais quelqu'un qui vit à découvert, piégé dans un cycle financier dont il ne sait pas sortir, partage-lui cette vidéo sur WhatsApp. Crois-moi, un jour, il te remerciera. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Car ce qui arrive va bouleverser ta façon de penser l'argent. Et souviens-toi toujours, ton avenir financier ne dépend pas de combien tu gagnes aujourd'hui, mais de l'intelligence avec laquelle tu utilises ce que tu as déjà. On se retrouve dans la prochaine.